Moi, le bâtiment dans lequel je me trouve, Paris, notre planète, comme pratiquement l'univers dans son ensemble, tourne autour de ce pendule, dont l'histoire commence là où les grands hommes finissent. C'est en effet au Panthéon que Foucault installa pour la première fois, en 1851, cet étrange pendule. Même si la version originale se trouve désormais ici, au Musée des Arts et Métiers, où le public peut aujourd'hui encore venir admirer cette invention, qui montre et qui démontre que le monde tourne. Et pour rendre hommage à la beauté ingénieuse de cette expérience, nous allons souvent, à la manière d'un pendule oscillant, passer d'un lieu à l'autre. Au premier abord, en observant ces mouvements de va-et-vient, on pourrait se dire qu'il n'y a rien de particulièrement fou, si ce n'est la taille du dispositif lui-même. Sauf que là où ça commence à devenir bizarre, c'est qu'une fois lancé, ce pendule semble comme très lentement dévier de l'axe dans lequel on l'a initialement lâché. En observant ce mouvement de balancement pendant plusieurs minutes, on peut voir que les lignes se décalent légèrement, progressivement, d'un peu plus de 2 mm par oscillation, jusqu'à finir par faire tomber les unes après les autres les petites quilles en métal disposées de part et d'autre du plan d'oscillation initial du pendule. Et on serait tenté de se dire que c'est simplement le mouvement de ce dernier qui, en se déplaçant dans le sens des aiguilles d'une montre, dévie vers les quilles, vient à leur rencontre. Mais nous allons voir que cette interprétation n'est qu'une impression, une illusion. En réalité, il se passe ici quelque chose des plus étranges, car le plan d'oscillation d'un pendule, qui n'est fixé que par un point à son sommet, qui n'est pas comme ceux des horloges contraints dans un axe, une fois lancé, ne pivote aucunement et conserve toujours la même direction, le même plan. Un plan d'oscillation qui reste, lui, invariablement fixe, comme on peut le montrer ici avec un modèle de pendule réduit, dont les oscillations ne dévient aucunement lorsque l'on fait tourner sous lui son support. Dit autrement, la dérive dans le temps d'un pendule de ce type n'est qu'apparente, et son plan d'oscillation reste fixe, quelle que soit la direction dans laquelle on l'a initialement lancé. Et là où ça devient renversant, c'est qu'ici, vous avez en fait en grand, en très très grand, la même chose. Un dispositif des plus ordinaires qui nous montre quelque chose d'extraordinaire et permet de répondre à une question pratiquement aussi vieille que le monde, à savoir, est-ce que c'est la Terre qui tourne sur elle-même ou les étoiles qui nous tournent autour? Et la preuve que c'est bien notre planète qui tourne sur elle-même nous est donnée là, sans même avoir besoin de lever les yeux au ciel et d'observer les étoiles. Car si ce pendule ne dévie pas au cours du temps, et qu'on le voit pourtant dévier, alors c'est que, aussi dingue que cela puisse paraître, c'est nous qui tournons autour. Arrêtons-nous une seconde sur cette idée qui donne le tournis. C'est la Terre située sous nos pieds qui, en tournant, embarque ce bâtiment qui y est posé, comme la table qui s'y trouve et les quilles qu'on y a disposées, qui, se déplaçant de quelques millimètres à chaque oscillation, viennent à la rencontre du pendule et finissent par se mettre en travers du plan d'oscillation. Je vais le répéter autrement pour vous et aussi beaucoup pour moi. Ce sont les quilles, la table, le panthéon dans lequel nous nous trouvons, qui tous tournent en même temps que la Terre autour de son axe et donc se déplacent par rapport au plan d'oscillation du pendule qui lui reste fixe. Et tout ceci peut être montré au moyen d'un seul et simple pendule de dimension démesurée. Ici, celui accroché à la coupole du Panthéon possède un câble de 67 mètres de long, soutenant une boule de 28 kg en plomb et en laiton. Aux Arts et Métiers, c'est une sphère de 19 kg qui se balance au bout d'un câble en acier, long lui de 18 mètres. Et dans un cas comme dans l'autre, si ces pendules de Foucault sont si monumentaux, c'est avant tout pour leur permettre de fonctionner suffisamment longtemps, pour voir la Terre tourner en dessous. Car invariablement, les frottements, la résistance de l'air, finissent par avoir raison de leur balancement. Et même les plus imposants d'entre eux s'épuisent au bout de quelques heures. Et là, peut-être vous demandez-vous combien de temps prendrait le monde en dessous, pour faire un tour de cadran. Accrochez-vous, car la réponse à cette question a quelque chose de fascinant et d'aussi un peu perturbant. Lorsque l'on fournit un peu d'énergie au dispositif pour l'alimenter, que l'on entretient son mouvement comme on sait le faire au moyen d'électroaimants situés sous la table, on pourrait s'attendre à ce que, par analogie avec les horloges, 24 heures soient nécessaires pour accomplir un tour complet autour du plan d'oscillation. Sauf que là où ça commence à devenir extrêmement bizarre, ok, ça l'était déjà,
c'est que ce n'est absolument pas le cas. L'expérience, qui a déjà été faite des centaines de fois, montre qu'ici, à Paris, il faut un peu plus de 32 heures pour qu'un objet n'en fasse le tour. Et cette durée de temps doit vous sembler complètement contre-intuitive. Rassurez-vous, si à partir de là vous n'avez rien compris, c'est que vous êtes totalement sain d'esprit. En fait, Foucault lui-même, quand il constata que le plan du pendule prenait, en apparence, et c'est toujours en apparence, quelques 32 heures pour revenir à son point de départ, eut du mal à endormir la nuit. Je vous préviens, en termes de sensations, l'explication revient à vous retourner l'arrière du cerveau, vous le sortir par les yeux et vous en confectionner un chapeau. En fait, le temps de rotation apparent du pendule dépend de la latitude à laquelle on effectue l'expérience. Imaginez installer ce dispositif au pôle nord géographique. Une fois lancé, le pendule se met à osciller dans une direction fixe, et sous lui, la Terre tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sans perturber son axe. Un observateur extérieur, pingouin ou être humain, posé à proximité, verrait donc le pendule se décaler, en apparence, progressivement dans le sens horlogique, jusqu'à retrouver son axe initial au bout de 24 heures. Jusque-là, ça va, sauf que l'on constate que plus on se rapproche de l'équateur, plus le pendule met longtemps à réaliser un tour complet du cadran. Pardon, je voulais dire, plus les objets qui l'entourent et lui tournent autour lentement mettent longtemps avant de donner l'illusion que le plan d'oscillation a fait un tour complet du cadran. Et il faut, pour effectuer une rotation complète par rapport au pendule, quelques 32 heures à Paris, 43 à Casablanca, 48 au Caire, et ainsi de suite, la durée augmentant à mesure que l'on s'approche de l'équateur. Une région où, alors perpendiculaire à l'axe de rotation de notre planète, le pendule ne dévie plus, en apparence, où le temps nécessaire pour que le sol en dessous de lui en fasse le tour tend vers l'infini. Tendez l'oreille, écoutez bien, c'est le bruit d'un de mes neurones qui vient d'éclater. Au-delà, en prenant la direction du sud depuis l'équateur, le pendule se remet à dévier, en apparence. Et la durée nécessaire pour en faire un tour complet a diminué progressivement jusqu'à atteindre 24 heures au pôle sud géographique, où vous en feriez le tour en compagnie cette fois-ci d'un manchot. Si vous êtes en train de saigner de la matière grise par le nez, rassurez-vous, en fait, notre cerveau n'est absolument pas outillé pour se représenter les mouvements de rotation dans l'espace. Et c'est donc, en restant poli, extrêmement difficile, sans rentrer dans la mise en équation mathématique, de se représenter le mouvement d'un pendule incliné de travers par rapport à l'axe de rotation de la Terre, et qui lui-même tourne en même temps qu'il se balance. Et le plus fou dans tout ça, c'est peut-être que cette expérience extrêmement simple peut aussi vous emmener dans des considérations hallucinamment complexes, et vous embarquer avec elle dans des questionnements qui commencent dans cette pièce pour se finir aux confins du cosmos. Car non content d'être entré dans l'histoire en permettant de toucher du doigt le mouvement de rotation de la Terre, le pendule de Foucault vous propose aussi par la pensée un voyage dans l'espace, une aventure au-delà du système solaire, jusqu'aux frontières de notre univers. Et là, pour cet ultime voyage, il va falloir vous accrocher à ce que vous trouvez. Bref, à n'importe quel objet tournant autour de ce plan d'oscillation, qui reste fixe, ne change pas au cours du temps, quelle que soit la direction qu'on lui donne. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être fixe? Fixe par rapport à quoi? Dans la nature, le mouvement absolu n'existe pas. Agrippez-vous à n'importe quoi. Il est toujours relatif et l'on se déplace par rapport à quelque chose, à autre chose. Ainsi, un mouvement ne peut être décrit que par rapport à un autre repère fixe. Je suis actuellement immobile par rapport au sol, mais pas par rapport au pendule autour duquel je tourne lentement, embarqué dans le sens de rotation de la Terre. Et on ne peut pas parler de mon mouvement sans définir un cadre de référence. Or, si la direction d'oscillation du pendule, elle, ne change jamais une fois lancée, si son plan d'oscillation est pour toujours fixe, par rapport à quoi l'est-il? Dit autrement, existe-t-il là-haut, dans l'espace des astres, des objets absolument immobiles par rapport au plan d'oscillation du pendule? Pour tenter de répondre à cette question qui risque de vous disloquer les neurones, essayons de considérer le mouvement de ce dernier, non pas par rapport à la rotation de notre planète, mais en allant un peu plus loin. Imaginons que vous posiez le pendule au pôle Nord et que vous lanciez son balancement en direction du Soleil. Les premiers jours, vous ne verriez absolument rien se passer, le plan restant en apparence fixe par rapport au Soleil. Mais avec le temps, imperceptiblement, notre étoile commencerait à se décaler, à dériver pour finir au bout de quelques semaines
par entièrement sortir du plan. Et si nous orientions ce plan d'oscillation cette fois en direction d'étoiles situées à quelques années-lumière de nous, cramponnez-vous. C'est aussi ce que vous observeriez, à la seule différence que le temps nécessaire avant de voir ces dernières lentement dériver hors du plan serait beaucoup plus important. Mais in fine, elles aussi finiraient au bout de plusieurs années d'expérience par en sortir. Ne lâchez rien, tenez-vous bien. Si l'on visait des astres encore plus loin, si l'on pointait, disons, en direction d'Andromède ou de galaxies bien plus lointaines, eh bien on observerait au bout de plusieurs mois, d'années ou de millénaires, ces objets s'écarter progressivement et finir par eux aussi sortir du plan. En fait, même si les astres extrêmement lointains donnent l'illusion d'être fixes par rapport au plan d'oscillation, vu que le temps nécessaire pour en dériver augmente avec la distance au pendule, tous finiront par inévitablement en sortir. Et le truc à retenir, c'est que plus l'on vise des objets lointains, plus ils mettent de temps à sortir du plan. Et c'est seulement au plus loin que l'on puisse observer, au niveau des objets situés aux limites de l'univers observable, à 13,8 milliards d'années-lumière de nous, que la dérive semble s'arrêter. Vous pouvez vous arrêter de vous tenir. Le plan d'oscillation du pendule semble enfin rester fixe par rapport aux objets les plus éloignés que l'on puisse détecter dans la direction où ils pointent. Et la conclusion de ces observations est tout bonnement extraordinaire. Cela signifie que le comportement du pendule de Foucault, la direction qu'il garde une fois lancé, son mouvement, ne doivent rien à notre planète, notre Soleil, les milliards d'étoiles et de galaxies proches ou lointaines, mais lui est directement dicté par l'univers tout entier. Vous pouvez tout lâcher. L'axe d'oscillation du pendule semble s'être enfin fixé. Le voilà devenu immuable. Dit autrement, ce n'est qu'en considérant l'univers dans son ensemble que nous pouvons définir un référentiel par rapport auquel le plan d'oscillation reste parfaitement fixe. Mais comment interpréter cet étrange comportement? Comment le pendule fait-il pour, comme être en apparence, intimement lié à tout le reste? Son comportement se décide-t-il dans une trame globale? Ce qui se passe ici, ce mouvement, est-il vraiment influencé par la totalité des structures peuplant l'immensité cosmique? On touche là aux grandes questions irrésolues de la physique. La nature de ce possible lien mystérieux existant entre tous les objets de l'univers, si tant est qu'il existe, reste encore inconnue. Et histoire de donner au trou béant creusé par ces oscillations à l'intérieur de mon crâne le temps de se reboucher, je vais rester là, à contempler ce simple pendule oscillant, qui, 170 ans après son invention, vous projette toujours dans l'infiniment grand, permet de voir en direct tourner la Terre, et peut-être aussi un peu l'esprit médusé, l'univers. C'est fini. En fait, il est en train de ralentir et il le déplace, mais il le met de plus en plus loin. C'est foutu. Je pense qu'on peut l'arrêter. Non. Si, il Tu tombera vas pas y pas. arriver? Non. Attends, là. Il est en plein dedans, mais il le pousse